Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler non pas des pervers narcissiques, parce que je trouve que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, mais je me posais la question tout à l'heure en me demandant si on n'était pas un petit peu chacun dans ce mode de fonctionnement par rapport les uns aux autres, par rapport à nos relations, amicales, affectives, familiales, professionnelles. Quand on est dans ce désir, cette velléité de vouloir jouer les super-héros, alors des fois on nous a rien demandé, et on se donne des fois des rôles et on s'attribue aussi comment dire, des velléités de vouloir sauver l'humanité, en tout cas ceux qui sont autour de nous. Et souvent, ça se retourne contre nous, parce qu'en finalement, si on est vraiment clair dans nos relations aux autres, alors sans parler des grandes théories, j'avais déjà mentionné, vous savez, le triangle de Karpman avec le bourreau, le sauveteur et la victime, mais quand même, il y a toujours un petit peu de ça dans les relations humaines. Et encore une fois, on peut switcher sur toutes les pointes du triangle. Quand on est dans ce désir d'aimer les autres, des fois c'est quand même assez télescopé avec notre propre histoire et on a des fois quand même, quoi qu'il advienne, envie, une partie de nous-mêmes en tout cas a souvent envie de sauver l'autre ou de le changer, de le transformer pour qu'il aille mieux, ou trouver des solutions, ou d'être la personne aussi avec laquelle l'autre aura le sentiment d'être meilleur, grandi, évolué, etc. Et je me posais la question de savoir est-ce que c'était tout à fait juste en fait. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut rester seul dans son coin et de ne pas communiquer avec les autres au risque de ne pas être en contact avec les autres et de s'épargner ce type de relation? Je ne suis pas sûre non plus, parce que ce n'est pas une solution. Mais voilà, écoutez, j'ai envie de vous parler de quelques fleurs, du coup j'en ai sorti quelques-unes à ce propos. Et donc voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà l'inquiétude pour l'autre. Des fois, quand on aime quelqu'un, on a aussi ce désir aussi qu'il aille bien, et des fois on anticipe aussi sur des hypothétiques aussi sentiments que l'autre va mal, ou que des fois nous-mêmes on amplifie aussi la perception que nous avons de ce que l'autre peut nous raconter. C'est-à-dire que s'il nous raconte une histoire X par rapport à telle et telle chose, nous, dans notre posture d'écoutant, si tant est qu'on écoute vraiment, on projette aussi notre propre histoire, et donc on a des fois l'impression que l'autre vit quelque chose absolument, par exemple, de dramatique, ou ça veut dire que l'autre aussi l'a peut-être dit sur un ton particulier, mais la première personne qui est l'émettrice de son histoire personnelle n'est pas forcément non plus dans un état euh, comment dire, de déperdition totale, de désarroi, de tristesse, etc. Et celui qui est l'écoutant, donc le récepteur de l'information, des fois peut aussi avoir cette perception qui est des fois justement erronée, et qui est une projection aussi de lui-même sur je m'inquiète pour lui par rapport à ce qu'il vient de me dire et je me fais du souci. Voilà, donc déjà dans un premier temps, j'avais envie de vous proposer la fleur, donc Red Chestnut, qui est celle qui se préoccupe justement des autres, mais parce qu'elle a tendance à penser que le pire pourrait arriver pour cette personne. Et alors là, c'est pas forcément le pire quand il y a quelqu'un qui raconte une histoire sur sa relation, sur ce qui lui arrive, etc. Mais voilà, on peut aussi avoir des sentiments d'inquiétude, voilà, de se faire du souci pour l'autre en se disant ben voilà, je l'aime, donc forcément je m'inquiète. Et si je m'inquiète, et ben, des fois ça peut basculer justement à pas simplement du red chestnut, mais à je vais lui trouver des solutions, alors que des fois l'émetteur n'a juste fait que raconter une histoire en fait. C'est toujours un peu délicat hein, de rester chacun à sa place. Alors sa place, c'est mouvant, hein, les relations, les idées, tout. Voilà. Et c'est important de communiquer, évidemment, c'est important de dire aussi ce que l'on pense. Après, c'est qu'un avis très personnel. Des fois, on peut donner des avis, mais sans donner de conseils. Et quand on donne des conseils et qu'en plus, on essaye absolument de trouver des solutions pour l'autre, en sachant que nous, en tout cas, on a la velléité de croire que nous avons la solution pour l'autre, et ben, en fait, c'est un leurre. Hein. Faut quand même pas se raconter d'histoire. Alors voilà, après, si l'émetteur de l'histoire prend la solution de l'autre comme étant telle, bah, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Et après,
Sans parler aussi de Marshall Rosenberg avec voilà, sur la communication non violente. C'est quand même toujours intéressant de savoir dans quelle posture on se met quand on est dans l'écoute et dans la communication, quand on est récepteur ou quand on est émetteur, qu'est-ce qui se passe aussi en nous, parce qu'il y a toujours des enjeux dans la communication, il y a toujours de la maladresse. En tout cas, toujours ou souvent, il y a et de l'un et de l'autre. Et il y a souvent aussi des perceptions qui peuvent être, comment dire, de l'ordre de la déception parce que l'autre n'a pas écouté aussi son conseil ou qu'on se sent rejeté, mal aimé, bouleversé parce que l'autre n'a pas forcément eu l'écoute non plus satisfaisante ou que celui qui reçoit l'information considère que s'il y a une proposition ou une solution, eh bien, l'autre n'a pas perçu comme il le voulait. Et donc tout ça, c'est très très complexe, évidemment. Mais voilà, si je peux accompagner avec des fleurs de bac. Donc voilà, après, super-héros justicier, alors si c'est justement, il y a une cause noble à défendre et que bah, justement, voilà, je m'implique en tant que verveine, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de prendre part à cette cause-là, bah, je vais peut-être avoir un petit peu aussi un peu d'excès de zèle, hein, c'est-à-dire verveine, c'est-à-dire déployer aussi beaucoup d'énergie pour essayer justement de prendre part à l'histoire de l'autre et de lui et d'insister lourdement des fois hein, pour que l'autre s'en sorte parce que voilà, j'ai plein de choses à t'apporter et tu vas voir, on va s'en sortir, etc. Et puis tu peux pas rester comme ça et c'est pas juste et donc des fois on va aussi voilà, déployer énormément de stratagèmes, d'indignation personnelle, de tension pour que l'autre se bouge ou ça, je sais pas, hein, ça peut être changer d'emploi, ça peut être changer de mec aussi, ça peut être parler à son boss, ça peut être, je sais pas, envoyer bouler son ado, enfin vous y mettrez ce que vous voulez. Hein. Mais du coup, voilà, le récepteur qui est dans cette posture de verveine, bah, peut-être que du coup, cette tension interne, peut-être qu'il faut peut-être qu'il se pose aussi la question à quoi ça fait référence en lui pour qu'il puisse d'un seul coup s'indigner et prendre part à l'histoire de l'autre avec autant de véhémence et d'acharnement aussi des fois. Et puis, bah, ça peut même carrément basculer sur Vine, hein, sur de l'autorité et de la domination avec une forme de certitude et d'aplomb qui fait que la personne est tellement dans une posture de sachant, on va dire, hein, de celui qui sait et qui domine et qui va prendre le pouvoir dans la relation. Voilà, hein, on parlait de ce triangle de Karpman. Hein, donc bah là, ça peut être justement cette personne qui va vouloir dominer, imposer sa volonté, sa façon de faire les choses. Et qui va diriger de telle sorte que bah, il n'y a plus tellement d'échappatoire. En fait, l'autre se retrouve vraiment dans un état où il a... Alors bien sûr, il peut sortir aussi de cette posture de victime, mais il peut être aussi, peut-être aussi même sous le choc de savoir que l'autre a autant d'emprise sur sa propre histoire, en fait. Donc voilà, là je me mets dans la posture de celui qui écoute et qui va avoir justement des fois cette emprise sur l'autre, considérant que lui, c'est lui qui sait, c'est lui qui a les solutions. Et il va imposer aussi sa façon de voir, sa façon de diriger l'autre pour que l'autre soit façonné à sa propre perspective, à ses propres envies, sans laisser la possibilité encore une fois à l'autre de pouvoir avoir sa part au-delà de la responsabilité, mais sa part aussi j'arrive pas à trouver le mot, mais comment dire, de conception des choses, sa part j'arrive pas à trouver le mot, pas d'autonomie, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être dans cette liberté aussi, de penser différemment et de pouvoir aussi naviguer avec sa propre histoire déjà. Et encore une fois, là, je pars du postulat au début de la vidéo que je me mets dans la posture de celui qui écoute et qui a la velléité de sauver l'autre. Hein. Donc, c'est pas que je vais pas parler de l'autre, mais c'est cette posture-là qui m'intéressait le plus dans le côté je m'inquiète avec du red chestnut, je prends part avec fougue et je vais carrément prendre la veuve et l'orphelin et c'est moi qui vais le sauver parce que c'est pas normal, ça doit pas se passer comme ça, c'est quand même pas juste, on va pas en rester là, etc. Viens, t'inquiète pas, je suis là. Et puis là, c'est maintenant, ça suffit, on fait ça, point barre, quoi. Et c'est comme ça que tu dois faire. Et là, on passe sur un autre registre. Hein. Donc voilà, vous y ferez aussi le tri de ce que vous avez envie d'entendre ou pas dans la relation. Chacun va y mettre ce qu'il veut. Hein. Sa relation, encore une fois, professionnelle, affective, familiale, relationnelle avec ses enfants, avec son animal, avec tout
tout qui vous voulez, parce que de toute façon, on est toujours multiples et des fois, on se modélise aussi en fonction de l'autre, hein. Et l'autre nous apporte aussi des fois des réponses auxquelles, des réponses en termes de comportement que nous suradaptons pour des fois répondre à nos propres angoisses personnelles, hein. Voilà, l'autre ne nous a pas demandé nécessairement ni de nous inquiéter et de nous angoisser. Voilà, il a juste émis quelque chose. L'autre ne nous demande pas non plus de prendre part avec autant d'énergie et de principe pour défendre cette posture que je viens d'expliquer. Et puis l'autre ne nous a pas demandé non plus de nous imposer ses lois en disant maintenant c'est comme ça, fais ci, fais ça, ou tu devrais faire ci, ou tu es comme ça, avec des injonctions qui sont de l'ordre de la domination et de la castration et en fait, t'as plus de marge de manœuvre. C'est un peu ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est qu'entre deux personnes qui se parlent, il y en a une qui a une posture, et puis l'autre, bon, bah voilà, elle a juste raconté un truc. Et l'autre qui raconte un truc, bon, bah il est ce qu'il est, quoi. Je veux dire, il a raconté un truc. Et pourquoi, d'un seul coup, nous, quand on est dans une posture d'écoutant, on a toujours besoin soit de s'inquiéter, soit de ceci, soit d'imposer. Et alors, du coup, je vais passer sur d'autres fleurs. Ça peut être évidemment chicory. La fleur de la personne qui veut absolument aider, mais pour se faire reconnaître et d'avoir cette espèce de bravoure du cœur élargi et qui va faire que grâce à moi, voilà, tu vas pouvoir t'en sortir et tu vois comme je t'aime et que je prends soin de toi. Et donc, on parle aussi d'amour élastique, d'amour possessif, d'amour chantage aussi, d'amour négociation. C'est-à-dire que quand l'autre raconte son truc, moi je suis là et puis regarde comme je t'aime et regarde ce que je fais pour toi. Et tu devrais aussi comprendre que ce que je fais pour toi, c'est par amour pour toi, alors que des fois l'autre n'a pas demandé non plus cette forme d'amour, c'est-à-dire cette forme d'amour chantage. C'est-à-dire que si je t'aime, tu dois te comporter comme ça, ou si je t'aime, tu dois m'aimer autant, ou si je t'aime, tu dois m'aimer comme ça, ou tu dois faire ça pour moi, ou tu devrais te comporter comme ça de la sorte, parce que c'est un retour bénéfique de l'amour que je t'ai prodigué, de l'attention, des solutions, de ce que je considère moi être comme un état d'amour. Mais en fait, l'écoute, c'est pas de la négociation, c'est pas je te donne ça et du coup après je te retire tout parce que tu n'as pas été conforme à mes attentes en fait. Donc voilà, est-ce qu'on est tous des manipulateurs pervers? Je ne sais pas, vous voyez, chacun son taf, hein. Il y en a qui font de la psychologie, voilà, il y en a qui écrivent des bouquins dessus, c'est pas mon rôle. Là, je suis en train juste de vous dire qu'il y a des moments où on peut aussi chacun nous-mêmes être des formes d'intentions comme ça qui peuvent être extrêmement des fois subtiles dans nos relations aux autres, mais il y a une forme quand même de perversité je réagis avec soit des fois bouderie parce que justement je ne suis pas aimée comme je le souhaite et je fais aussi payer à l'autre aussi d'une certaine façon ma déception de ne pas être entre guillemets reconnue à la hauteur de l'amour que je t'ai donné, de l'attention que je t'ai donnée ou du temps que je t'ai donné. C'est pas que, alors l'amour c'est au sens large du terme, hein, on entend bien, c'est pas que de la relation amoureuse, mais il y a une forme de voilà, tu as été demandé conseil à quelqu'un d'autre ou tu t'es fait aider par quelqu'un d'autre et donc du coup voilà, tu m'aimes pas quoi. Alors que moi je te l'avais dit avant. Ça c'est un peu une forme de chicorie. Donc voilà, chacun y trouvera son compte. Encore une fois, la personne qui aimait son histoire n'est pas non plus dans une attente de quelque chose nécessaire. C'est pour ça que c'est important des fois de se dire que quand on parle de quelque chose, quand on témoigne de quelque chose, quand on dit un état interne de quelque chose, pourquoi l'autre nécessairement se sent dans une posture ou adapte ou adopte une posture de bon bah voilà, je suis super-héros ou je suis celui qui va t'aimer et qui va te choyer, mais du coup derrière il y a des fois des retours de bâton. Et l'amour c'est sans condition, c'est pas je t'aime mais là je t'aime plus parce que il n'y a pas de condition et c'est pas forcément non plus une affaire personnelle. Quand quelqu'un raconte quelque chose, l'autre n'a pas nécessairement non plus a besoin de le prendre de façon tout à fait pour lui en fait. Et souvent on projette des choses qui nous ramènent toujours à notre petit nombril. Et du coup, ça peut être des fois ça peut aussi bifurquer sur des postures de victimisation après de cette personne qui aurait éventuellement eu l'un ou plusieurs, hein. Peut-être que ça peut même carrément découler, hein. Elle peut aussi prendre plusieurs fleurs, il n'y a pas de souci. Et on peut après se retrouver dans une posture de victime.
et de s'apitoyer sur son sort parce que l'autre n'a pas été ceci, n'a pas été cela, et du coup, j'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur ce type de relation, ou s'il n'y a que sur moi enfin, ça arrive qu'à moi, ce genre de choses, et je ne prends pas part à cette partie peut-être ténue aussi du fait que, par exemple, si j'ai décidé de m'inquiéter pour l'autre, en fait l'autre il y est pour rien, en fait c'est ma responsabilité, c'est pas l'autre qui m'a demandé de m'inquiéter, et donc cette part de responsabilité dans Willow, on n'est jamais très clair en fait dans la relation à l'autre, on a toujours tendance à invectiver l'autre et lui rendre responsable de notre posture de souffrance, de malheur, de tristesse, de chagrin, de séparation, de doute, de deuil, de tout ce que l'on veut, de la relation, etc. Et cette part de responsabilité, on a tendance quand même à la mettre de côté, hein. Donc c'est important aussi, à mon sens, de pouvoir aussi des fois avoir cette clarté sur nous-mêmes et pas simplement regarder l'autre dans sa posture lui, mais de regarder soi aussi, à quoi ça fait écho, à quoi ça fait référence, et pourquoi je me morfonds dans cette culpabilité, et à quoi ça me sert aussi d'être dans cette posture-là. Alors ça peut bien sûr jouer sur la corde, bien sûr, Chicory aussi, des fois il peut s'apitoyer sur son sort, hein. Alors ce sont deux fleurs différentes, il y en a une qui va manipuler l'autre par amour, parce qu'il a besoin aussi d'avoir les gens qu'il aime à côté de lui, et il a l'impression de les aimer mieux quand ils sont à ses côtés, ce qui n'est pas toujours vrai, et lui il est vraiment véritablement dans cette posture de victimisation de sa personne, hein. Et puis j'avais envie de vous parler de la dernière, qui peut être Holly, qui peut aussi bifurquer sur une forme d'agressivité, de méchanceté, voire de cruauté, et d'avoir aussi, pourquoi pas, envie de faire du mal à l'autre, et d'être blessant, pour faire payer à l'autre ce que l'on ressent soi-même. Alors ce que l'on ressent soi-même, ça peut être effectivement de la peur, vous voyez que c'est quand on parle toujours de, je vous avais fait cette vidéo, vous vous rappelez, avec je vous rappelez, je ne sais pas s'il faut que je la retrouve, sur les pelures d'oignon, hein, qu'est-ce que je ressens maintenant et comment ça se passe. Eh bien, je peux avoir ce sentiment au lit de méchanceté, de cruauté, de vengeance, et de non-pardon aussi de la relation, et en tout cas du système relationnel qui s'est instauré entre les deux, parce que j'ai eu peur, et donc du coup j'ai eu peur pour elle, donc elle n'a pas compris, et du coup voilà, j'ai envie de lui faire du mal, ou je suis autoritaire et je ne comprends pas, donc du coup j'ai envie de lui faire du mal aussi, et de me venger, ou d'être agressif, d'être sur la défensive, Verveine, parce que j'ai défendu la veuve et l'orphelin, et du coup, voilà. Et puis, pareil sur Chicory, hein, ça peut découler sur vraiment de l'envie, de la jalousie, de la suspicion aussi, hein, ça fait partie aussi de cette fleur. Et puis Willow, c'est pareil, cette posture de victime peut aussi, pourquoi pas, c'est pas l'un qui entraîne l'autre, mais pourquoi pas, puisque voilà, avec les fleurs, vous savez que tout est possible, hein, et surtout dans l'être humain, parce que les fleurs, les pauvres, elles y sont pour rien, c'est surtout qu'elles sont là pour nous accompagner sur nos émotions, mais une émotion peut générer une autre, ça peut évidemment. Et donc cette fleur-là, elle peut être aussi dans l'espace du flacon, si on a envie de prendre des fleurs de bac, pour essayer d'y faire un peu le clair dans nos émotions, dans ce que l'on ressent, dans comment on peut aussi... alors il y a d'autres fleurs, hein, évidemment, vous allez vous dire, il y en a 38, évidemment. Là, j'en ai cité combien? 6. Voilà, c'est une petite capsule dessus sur les relations toxiques que l'on peut aussi avoir les uns avec les autres, alors les relations perverses aussi, les relations ambiguës qui font qu'il y a une forme de perversion par moment dans tous ces mécanismes qui se mettent en place et qui sont très insidieux, mais qui vont pourrir aussi la relation, parce que quand l'autre ne veut pas écouter, qu'il a juste dit quelque chose et que ça lui appartient et qu'il a dit quelque chose, si cette personne en face qui est donc pas émissive mais réceptive et qui ressent ce type de relation X, ou peut-être même carrément les 6, hein, j'en sais rien, voilà, c'est une hypothèse, et bien si moi je dis ça et que l'autre réagit d'une ou de 6 façons, ça lui appartient. Voilà, donc quand on dit quelque chose, est-ce qu'on est forcément aussi dans cette posture de réclamation, d'une réactivité, réaction? Pas nécessairement. Ce qui est dit est dit. Et ça appartient à l'autre. Voilà, écoutez,
Vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez télécharger le PDF que j'ai fait voilà, pour vous si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Après, je ferai d'autres choses et ça me permettra bien sûr avec vos adresses email de pouvoir vous contacter et d'être en lien avec vous. Si vous ne voulez pas, bah, écoutez, vous vous désabonnez, il n'y a pas de souci, mais du coup, vous avez le PDF gratuit qui fait 24 pages. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.